Le silence de la pièce blindée était un murmure froid, saturé par le son recyclé de l'air. Léo, blotti contre moi dans mes bras, respirait calmement, mais son petit corps était tendu. Il sentait la peur, j'en étais sûr. Au-dessus de nous, le fracas du verre brisé et les détonations assourdissantes transformaient notre refuge de verre et d'acier, si paisible d'habitude, en un enfer. C'était la guerre et j'étais là, à l'épicentre, avec le cœur battant la chamade, priant pour que Leonardo s'en sorte. Comment en étais-je arrivé là? La question tournait en boucle, absurde et terrifiante. Juste quelques minutes avant, c'était le chaos. J'avais couru, le cœur cognant contre mes côtes, Léo serré contre ma poitrine dans son porte-bébé. Les vitres s'étaient brisées, les grenades lacrymogènes roulaient sur le sol du salon, crachant une fumée blanche et âcre. Les coupes de feu, des rafales de fusils d'assaut, déchiraient l'air. J'avais vu Leonardo, blessé, se cacher derrière l'îlot de la cuisine, tirant avec une détermination glaciale. J'avais vu Pierrot, son second, renverser une table massive pour se mettre à couvert. Et puis, la silhouette. Un homme au long imperméable, fumant un cigare, enjambant les débris de verre. Dante Rossi, la voix de Leonardo, rauque et impérieuse, avait claqué « Va dans le refuge, n'ouvre la porte à personne, sauf à moi ou à Pierrot. » J'avais obéi. J'avais refermé la porte d'acier derrière moi, verrouillé les peines avec un clic sinistre. J'étais en sécurité. Léo était en sécurité. Mais l'homme que j'aimais était là-haut, blessé, en infériorité numérique, enfermé dans une cage de verre avec le diable en personne. Je me suis laissé glisser le long du mur froid, retenant un sanglot, et j'ai écouté le début de la bataille au-dessus de ma tête. C'était la première fois que j'avais la sensation de ne plus être une simple spectatrice dans ce monde absurde de violence et de richesse, mais une partie de tout ça, une cible. Quelques mois auparavant, j'étais une ombre, une femme invisible, hantée par son propre chagrin. Je m'appelais Marie Dubois et je nettoyais les sols de la somptueuse demeure de Leonardo Moretti, le boucher du quartier nord, comme on l'appelait parfois à Marseille. Il avait le contrôle sur les docks de la Méditerranée, les pays clandestins du Vieux-Port, tout. Mais pour moi, c'était juste un homme avec une absence qui lui rongeait l'âme. Un homme dont le petit Léo, son fils, pleurait sans arrêt. Les pleurs de Léo, ces plaintes aiguës qui traversaient les conduits d'aération jusque dans ma petite pièce d'argentiérie, me déchiraient. Chaque cri était un coup de couteau. Mon corps, lui, ne comprenait pas. Il continuait de produire du lait, une substance amère et douloureuse, pour une enfant que j'avais perdue 2 semaines plus tôt. Ma petite Parkerette, Daisy, née sans vie. Julien, mon fiancé d'alors, un mécanicien, m'avait quitté le lendemain de l'enterrement, incapable de supporter le deuil et les factures. J'avais pris ce poste chez les Moretti parce que c'était payé au noir et que j'avais besoin de disparaître. Un soir, la 3e nounou en 1 semaine avait jeté l'éponge, terrorisé. Léo refusait tout, il dépérissait. Les larmes du bébé résonnaient dans la nuit, un appel désespéré. Je connaissais les règles. Ne pas regarder M. Moretti dans les yeux, ne pas parler sans y être invité, ne jamais entrer dans l'aile familiale. Mais ce soir-là, quelque chose s'est brisé en moi. Je suis entré dans la chambre de Léo, poussé par une force que je ne contrôlais pas, et je l'ai pris. Je l'ai mis à mon sein. Son silence, sa petite main qui serrait le tissu de ma robe de femme de chambre, c'était un miracle. Un soulagement qui m'a traversé comme un choc électrique, mais aussi une douleur. Ça faisait si mal. Mon corps, ma maternité, enfin utile, mais pour l'enfant d'une autre femme. Je ne sais plus si c'était un mardi ou un mercredi. Il était passé 2 heures du matin. Leonardo est apparu dans l'embrasure de la porte, une arme à la main. Il était comme une ombre, une statue de granit taillée dans le chagrin. Quand il m'a vu, son regard noir était d'abord rempli de rage, puis de confusion. « Qui êtes-vous » avait-il murmuré, son beretta baissé.
J'avais balbutié mon nom, Marie Dubois, femme de chambre du 2e étage. La peur me glaçait le sang, mais une étrange défi, une force nouvelle, s'était éveillée en moi. Ses yeux s'étaient posés sur ma poitrine, puis sur mon visage. « Vous avez du lait », avait-il dit, non pas comme une question, mais une accusation. J'avais juste pu dire « J'ai perdu ma fille, il y a 2 semaines. Elle était mort-née. » La tension dans la pièce était palpable. 2 âmes brisées qui se rencontraient au-dessus d'un berceau. Un père sans épouse, une mère sans bébé, et au milieu, un enfant qui avait miraculeusement trouvé son réconfort. Il m'avait renvoyé, bien sûr, hurlé de partir. J'étais parti, courant dans la pluie de Marseille, sans manteau, sans sac, juste avec ma dignité en lambeaux. J'étais stupide, stupide, stupide. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Léo. Est-ce qu'il allait bien? Je me suis réfugié sous l'auvent d'une boulangerie fermée, et puis la voiture noire. Pierrot Tessier, le bras droit de Leonardo, m'avait dit qu'il voulait que je reste, que je m'occupe de son fils. C'était une offre folle. 10 000 € par mois, une suite à côté de la chambre de Léo, discrétion absolue. C'était une prison dorée, mais aussi une chance. La sécurité, l'argent dont j'avais désespérément besoin. Et ce petit être qui me réclamait, un baume sur ma blessure. J'avais accepté. Ma nouvelle vie était surréaliste. Ma suite était immense, plus grande que mon ancien appartement à moi et Julien. Le papier peint en soie, la baignoire avec vue sur la ville, et une armoire pleine de vêtements luxueux que je n'aurais jamais pu m'offrir. Pierrot m'avait dit, « Le patron ne veut pas que vous portiez des haillons. » Je me sentais comme une imposture. Je passais mes journées avec Léo, le berçant, lui chantant des chansons que ma grand-mère m'avait apprises, marchant de long en large dans la pièce. Léo prospérait. Ses joues devenaient roses, les rougeurs de sa peau s'estompaient. C'était un magnifique enfant, avec une gravité qui me rappelait étrangement son père. Leonardo, lui, était une ombre. Il partait avant l'aube, revenait bien après que j'ai couché Léo. Mais sa présence était partout, dans les gardes postés au bout du couloir, dans les fleurs fraîches, des lits blancs, les préférés d'Isabella, qui apparaissaient chaque matin sur la table de la chambre. Un soir, c'était tard, bien après minuit, je suis descendu à la cuisine chercher de l'eau. J'étais vêtu d'une robe de chambre en soie que Pierrot m'avait donnée, un tissu bleu pâle qui glissait sur ma peau comme de l'eau. Je tournais au coin et faillis percuter un mur de muscles. Leonardo était là, devant le réfrigérateur ouvert, une bière à la main. Il était torse nu. J'ai eu le souffle coupé, mes yeux glissant malgré moi sur son corps. Il était terriblement bien fait. Une carte de cicatrices et de muscles. Une longue cicatrice en zigzag traversait ses côtes jusqu'à sa hanche. Un coup de couteau, je suppose. Une autre, plus petite, sur son épaule. Une balle. Il ressemblait à une carte de guerre. Je ne savais pas que vous étiez rentré, ai-je balbutié, resserrant ma robe autour de mon cou. Il n'a pas bougé, a pris une lente gorgée de sa bière, ses yeux fixant chacun de mes mouvements. Il avait l'air épuisé, des ombres profondes sous les yeux. « C'est ma maison, Marie », a-t-il dit, sa voix rocailleuse par la fatigue. « Je suis souvent là, même quand tu ne me vois pas. » Il a tendu la main derrière lui, pris une bouteille d'eau minérale et l'a glissée vers moi sur l'îlot de marbre. « Comment va-t-il? »« Il va bien, » ai-je dit, agrippant la bouteille d'eau comme une bouée de sauvetage. Il a souri aujourd'hui, un vrai sourire, pas juste un gaz. L'expression de Leonardo s'est adoucie d'une fraction. Il a souri? Oui, je lui chantais « You are my sunshine ». Il m'a regardé et a souri. Leonardo a détourné le regard, fixant le salon sombre. Isabella chantait ça. Le nom a plané dans l'air, lourd et tranchant. « Je peux arrêter », ai-je dit rapidement, « si c'est trop douloureux. » Non, m'a-t-il interrompu. Il a fait le tour de l'îlot, s'arrêtant à quelques centimètres de moi. Il sentait le cigare, la poudre à canon et le savon cher. Le parfum était enivrant et dangereux. Continue à la chanter. Il a besoin de se souvenir d'elle,
même si je ne peux pas le supporter. Il a tendu la main, la laissant planer près de mon visage. Un instant, j'ai cru qu'il allait toucher ma joue. Mon cœur battait un rythme frénétique contre mes côtes. Je n'avais plus peur de lui. Je ressentais quelque chose d'autre, quelque chose de chaud et de magnétique que je n'avais pas le droit de ressentir pour un homme comme lui. Mais il a retiré sa main. « Va te coucher, Marie. Ce n'est pas sûr pour toi de traîner ici. » « Sûr de quoi? » ai-je osé demander, enhardi par l'heure tardive. « Vous avez des gardes à chaque porte. » Les yeux sombres de Leonardo se sont fixés sur les miens. Sûr de moi. Il s'est détourné et s'est éloigné, disparaissant dans les ombres de la maison. Je suis resté là, frissonnante dans la cuisine chaude, le goût du danger persistant sur ma langue. La bulle d'isolation venait d'éclater. Quelques jours plus tard, alors que je pliais des grenouillères dans la chambre de Léo, la porte s'est ouverte avec fracas. Ce n'était pas Leonardo. C'était une femme. Magnifique, grande, avec des cheveux noirs corbeaux tirés en queue de cheval haute, vêtue d'un tailleur pantalon rouge qui criait l'argent. Elle est entrée dans la pièce comme si elle lui appartenait, ses talons claquant sèchement sur le parquet. « Alors » a-t-elle ricané, me toisant de haut en bas avec dédain. « C'est ça la nourrice ?» J'ai senti une pierre froide tomber dans mon estomac. Qui était-elle? « Je suis Sophie Valente » a-t-elle dit, affichant un sourire carnassier. La fiancée de Leonardo. Fiancée? Pierrot n'avait pas mentionné de fiancée. Leonardo n'avait pas mentionné de femme. Je ne savais pas, ai-je dit doucement. Bien sûr que non. Vous n'êtes que la bonne. Sophie s'est approchée du berceau, regardant Léo avec une expression de léger dégoût. Mon Dieu, il ressemble tellement à Isabella. Pauvre petit. Espérons qu'il se débarrasse de ce menton faible. Elle a tendu une main manucurée pour toucher le visage du bébé. Ne faites pas ça, ai-je dit sèchement. Sophie s'est figée. Elle s'est tournée lentement vers moi. Lavez-vous les mains, ai-je dit, ma voix tremblante mais ferme. Il a un système immunitaire fragile. Vous ne pouvez pas le toucher avec des mains de la rue. Sophie a ri, un son froid et cassant. Vous pensez pouvoir me donner des ordres dans la maison de mon futur mari? Écoutez-moi, petite vache à lait. Vous n'êtes qu'une utilité temporaire. Une fois que ce morveux sera sevré, vous retournerez dans le caniveau où Leonardo vous a trouvé. Ne vous installez pas. Elle s'est approchée, envahissant mon espace personnel. Et ne regardez pas Leonardo. J'ai vu comment les domestiques le regardent. C'est un roi. Vous êtes de la poussière. N'oubliez jamais ça. Dehors, la voix est venue de l'entrée. Un grondement sourd, vibrant de menace. Leonardo était là. En costume sombre, le visage orageux. L'attitude de Sophie a changé instantanément. Elle s'est retournée, une moue se formant sur ses lèvres rouges. « Ardo, chérie, je vérifiais juste le bébé. Cette femme était incroyablement grossière. » Leonardo n'a pas regardé Sophie. Il m'a regardé. Il a vu mon visage pâle, ma posture défensive devant le berceau. « Je t'ai entendu » a dit Leonardo en entrant dans la pièce. Il s'est arrêté devant Sophie. « J'ai entendu ce que tu lui as dit. »« Oh, s'il te plaît, c'est juste une blague. C'est une employée payée, Ardo. Pourquoi es-tu si sensible? » Sophie a tenté de saisir son revers. Leonardo a attrapé son poignet. Il n'a pas serré, mais la prise était assez ferme pour faire tressaillir Sophie. « Il n'y a pas de fiançailles, Sophie. Il n'y en a jamais eu. Ton père a suggéré une alliance. J'ai refusé à plusieurs reprises. Et Marie n'est pas la bonne, » a continué Leonardo, sa voix baissant d'un octave. « Elle est la mère de mon fils en ce moment. Elle le nourrit, elle le réconforte, elle lui donne ce que je ne peux pas. Cela fait d'elle ma famille, et dans cette maison, on n'insulte pas la famille. » Sophie a retiré sa main, le visage rouge de humiliation. « Tu choisis une domestique au-dessus de la famille Valente? Mon père ne sera pas content, Leonardo. Nous contrôlons les syndicats. Tu as besoin de nous. Je n'ai besoin de personne qui manque de respect à ma maison. » A grogné Leonardo. « Pierrot va t'escorter dehors. Si jamais tu approches mon fils ou Marie à nouveau, j'oublierai que je suis un gentleman. »
Sophie m'a regardé avec une pure haine. Ce n'est pas fini, a-t-elle sifflé. Elle est sortie en trombe, bousculant Pierrot qui attendait dans le couloir avec une expression stoïque. Leonardo a expiré lentement, ajustant ses poignets. Il m'a regardé. Ça va? J'ai hoché la tête bien que mes genoux soient faibles. Elle disait qu'elle était votre fiancée. Elle est délirante. Son père, Don Valente, pousse à une fusion. Je n'ai aucun intérêt à me remarier. Elle avait raison cependant. Et je chuchotai, regardant mes mains. Je ne suis qu'une utilité temporaire. Leonardo a franchi la distance entre nous en 2 enjambées. Il a posé un doigt sous mon menton et a incliné ma tête jusqu'à ce que je sois forcé de regarder dans ses yeux d'obsidienne. « Tu es la seule chose réelle dans cette vie maudite, » a-t-il dit avec fureur. « Ne les laisse jamais te faire te sentir petite. Tu portes l'avenir de la famille Moretti dans tes bras. Cela fait de toi une reine, Marie, pas une servante. » L'intensité de son regard me brûlait. Pendant une seconde, l'air entre nous a crépité d'une tension inexprimée. Puis Léo a remué dans le berceau, poussant un petit cri. Le sortilège s'est rompu. Leonardo a reculé, le masque de la froideur reprenant sa place. Mais je voyais les fissures dans le granit maintenant, et je savais avec une certitude terrifiante que j'étais en train de tomber amoureuse du boucher du quartier nord. Moment, il faut que j'interrompe un instant. Toute cette histoire, la situation avec Leonardo, le fait que je sois là, femme de chambre devenue mère de son enfant, puis tout ce qui a suivi, c'était absolument insensé. Je veux dire, pensez-y, un homme qui règne sur l'ombre de Marseille, qui vit dans cette forteresse et qui se retrouve à dépendre de moi. Une fille qui a tout perdu, même son propre bébé. Dans mon ancien monde, on aurait dit « il est fou allié ». Mais c'était ça le truc. C'était tellement absurde que ça en devenait réel, presque trop réel pour être vrai. Je ne savais plus quoi penser. Une partie de moi se demandait si j'étais devenue folle à force de chagrin. Une autre partie, plus petite, plus secrète, se sentait étrangement à sa place. C'était une sensation compliquée, si contradictoire. Mais je crois que c'était ça, la vérité de notre histoire. Enfin, retournons à ce qui s'est passé ensuite. Parfois, la nuit, quand Léo dormait paisiblement et que la maison était plongée dans un silence si profond qu'il en devenait menaçant, je pensais à ma fille, à ses petits cheveux fins que je n'avais jamais pu caresser, aux chansons que je lui aurais chantées. Le monde de Leonardo était si vaste, si opulent, que je m'y perdais parfois. Je revoyais notre petit appartement du 13e arrondissement, les dîners simples avec Julien, les blagues qu'il faisait pour me faire rire. C'était une vie si différente, si petite comparée à ça, mais elle était à moi. Elle était simple, sans garde armée ni menace de mort. Et je me demandais, dans mon lit trop grand, si j'avais juste échangé une cage contre une autre, plus dorée et plus dangereuse. 2 semaines plus tard, la bulle a éclaté violemment. Léo devait subir sa visite médicale des 3 mois. Le docteur Martin, le pédiatre de la famille, faisait habituellement des visites à domicile, mais l'équipement spécialisé pour un examen de souffle au cœur, une préoccupation mineure que les médecins avaient signalée, se trouvait à la clinique du Vieux-Port. Leonardo avait ordonné un protocole de confinement. 3 voitures, avait-il aboyé dans son téléphone alors qu'il faisait les 100 pas dans le foyer. Je veux le SUV blindé au milieu, une voiture leurre devant. Pierrot, tu conduis la dernière. J'étais près des escaliers, Léo dans son porte-bébé. Je portais une simple robe bleu marine et un trench coat. Je me sentais ridicule au milieu de ces hommes en tenue tactique, tenant des fusils d'assaut. Tout ça est nécessaire? Ai-je demandé lorsque Leonardo raccrocha. C'est juste un rendez-vous chez le médecin. Leonardo s'approcha de moi, vérifiant les sangles du porte-bébé avec un détail obsessionnel. Dans mon monde, Marie, dès que tu passes cette porte, tu es une cible. Dante Rossi fait toujours des mouvements. Il sait que je suis vulnérable. Vous n'êtes pas vulnérable.
Et je dis doucement. Il leva les yeux vers moi, ses yeux sombres. Je le suis maintenant. Il nous a fait monter dans le SUV du milieu. Les fenêtres étaient teintées et en verre blindé épais. Je me suis assise à l'arrière avec Léo. Leonardo s'est assis à côté de moi, son corps tourné vers la fenêtre, balayant la rue. Sa main reposait sur sa cuisse à quelques centimètres de son âme. Le trajet vers la clinique fut tendu, mais sans incident. La ville défilait en un flou gris de pluie et de béton. Le rendez-vous s'est bien passé. Le souffle avait disparu. Léo était parfaitement en bonne santé. J'ai senti un poids se lever de ma poitrine. Je souriais alors que nous sortions de l'arrière de la clinique, nous dirigeant vers la ruelle où le convoi attendait. Il est parfait, ai-je dit à Leonardo, qui me protégeait de la bruine avec un immense parapluie noir. Le docteur Martin a dit qu'il était au 92e percentile pour la taille. Leonardo a réellement souri. Un vrai sourire, sincère, qui plissait les coins de ses yeux. Un géant comme son père. Nous étions à 3 mètres de la voiture quand le monde a explosé. Une camionnette dévalant la ruelle à toute vitesse et percuté la voiture de tête, la projetant contre le mur de briques. Le métal a hurlé contre le métal. « Embûche !» a crié Pierrot depuis le véhicule arrière. Des coups de feu ont éclaté instantanément. Le pop-pop-pop des armes automatiques a résonné assourdissant sur les murs étroits de la ruelle. Leonardo n'a pas hésité. Il ne s'est pas jeté au sol. Il n'a pas cherché son arme. Pas encore. Il m'a attrapé et m'a jeté dans la portière ouverte du SUV blindé, me poussant sur le plancher. « Reste à terre !» a-t-il rugi, claquant la lourde portière. « Leonardo !» ai-je crié, serrant le siège auto, protégeant Léo de mon propre corps, alors que les balles ricochaient sur le verre blindé comme de la grêle. Dehors, c'était le chaos. À travers la fenêtre, j'ai vu Leonardo plonger derrière une benne à ordures, son Beretta dégainé. Il tirait avec une précision terrifiante. 2 hommes cagoulés sont tombés. Pierrot et les autres gardes ripostaient, créant un mur de plomb entre les assaillants et la voiture. Mais ils étaient trop nombreux. Une 2e camionnette a bloqué la sortie de la ruelle. Des hommes armés de fusils d'assaut en ont déferlé. Ils portaient des bandanas rouges. Les soldats de Rossi. « Sortez-les d'ici !» a crié Leonardo au chauffeur de notre SUV, un jeune appelé Marc. « Je ne peux pas, patron! On est encerclés !» a crié Marc, la panique dans la voix. Une balle a brisé le rétroviseur latéral. Marc a juré, se baissant. J'ai regardé par la fenêtre. J'ai vu un homme viser la voiture avec un lance-grenade. Non, un pistolet lance-fusée modifié. Leonardo l'a vu aussi. Il est sorti de sa couverture. C'était un mouvement suicidaire. Il a sprinté sur le pavé découvert, les balles soulevant des éclaboussures d'eau autour de ses pieds. Il a plaqué l'homme au pistolet lance-fusée juste au moment où il appuyait sur la gâchette. La fusée est partie de travers, s'élevant en spirale dans le ciel. Leonardo a frappé l'homme avec la crosse de son pistolet. 3 coups sauvages qui ont laissé l'assaillant immobile, mais il était exposé. « Leonardo, attention !» ai-je crié, bien qu'il ne puisse pas m'entendre. Un tireur sur une échelle de secours a visé. Je n'ai pas réfléchi. Je n'ai pas pensé aux verres pare-balles ou aux serrures. J'ai vu l'homme que j'aimais, oui, que j'aimais, sur le point de mourir. Je me suis précipité, j'ai déverrouillé la porte et je l'ai ouverte. « Derrière toi !» ai-je hurlé. Leonardo s'est retourné, a levé son arme et a tiré un seul coup. L'homme sur l'échelle de secours est tombé atterrissant avec un bruit sourd et répugnant. Mais la distraction lui a coûté cher. Un autre tireur, blessé au sol, a levé un pistolet et a tiré. Leonardo a reculé, serrant son côté. Il est tombé sur un genou. Non. J'ai bondi hors de la voiture. « Rentre !» hurlait Pierrot, tirant des tirs de couverture. J'ai couru vers Leonardo. Il gémissait, le sang s'échappant entre ses doigts, tachant sa chemise blanche de cramoisi. « Espèce d'idiote !» a-t-il sifflé, me regardant avec des yeux grands et terrifiés. « Va à la voiture !»
Pas sans toi. J'ai attrapé son bras. J'étais petite et il était lourd, un poids mort, mais l'adrénaline est une drogue puissante. Lève-toi, Leonardo. Pour Léo, lève-toi. Leonardo a serré les dents, un rugissement primal déchirant sa gorge, et s'est forcé à se lever, s'appuyant lourdement sur moi. Nous avons trébuché vers le SUV. Les balles sifflaient autour de nous, l'une d'elles tirant sur la manche de mon manteau. Nous sommes tombés sur la banquette arrière. Pierrot, ayant abandonné la voiture arrière, a sauté sur le siège du conducteur, bousculant Marc. « Accrochez-vous » a-t-il crié. Il a mis le lourd SUV en marche arrière, percutant la camionnette derrière nous. L'armure a tenu. Il l'a poussé, raclant la peinture et le métal, écartant les débris, et a rugi hors de la ruelle, dans la rue principale. Ils ont filé, zigzagant dans la circulation, laissant derrière eux la zone de guerre. À l'arrière, le silence est revenu, lourd et avec une odeur de cuivre. J'étais tremblante de violence. J'ai vérifié Léo. Il pleurait, choqué par le bruit, mais indemne. Je me suis tourné vers Leonardo. Il était affalé contre la portière, son visage gris. Sa main était pressée contre son abdomen, le sang pulsant entre ses doigts. « Leonardo » ai-je sangloté, arrachant mon foulard pour le presser contre la blessure. « Tu es sorti de la voiture » a-t-il murmuré, ses yeux flous. « Je t'avais dit de rester à terre. »« Tu allais mourir » ai-je crié, pressant plus fort sur la blessure. « Tu allais mourir et le laisser seul. » Leonardo m'a regardé. Il a levé une main ensanglantée et a touché mon visage, étalant du rouge sur ma joue pâle. « Tu m'as sauvé » a-t-il murmuré, comme s'il ne pouvait pas le croire. « Pourquoi? »« Parce que, » ai-je étouffé, les larmes coulant sur mon visage, se mélangeant à son sang. « Parce que nous avons besoin de toi. » Les yeux de Leonardo ont vacillé et se sont fermés. « Pierrot » ai-je crié. « Il s'évanouit. Conduis plus vite. » Pierrot a regardé dans le rétroviseur, son visage grave. « J'appelle le chirurgien privé. On va à la planque. Le penthouse n'est plus sûr. Il y a une taupe. Il connaissait notre itinéraire. » J'ai tenu la tête de Leonardo sur mes genoux, lui caressant les cheveux, murmurant des prières que je n'avais pas dites depuis des années. « N'ose pas mourir, » ai-je murmuré férocement. « Tu n'as pas le droit d'abandonner. Pas maintenant. » Leonardo Moretti, le boucher du quartier nord, gisait inconscient dans les bras de sa femme de chambre alors que la ville de Marseille pleurait la pluie contre les fenêtres. La guerre avait officiellement commencé et je n'étais plus une spectatrice. J'étais une combattante. La planque n'était pas un simple bunker. C'était une forteresse de verre et d'acier cachée au plus profond des forêts denses d'Ardèche, à 2 heures de la ville. Conçu pour être invisible de la route, un cube moderniste et porte-à-faux, au-dessus d'une rivière impétueuse. Pierrot a conduit le SUV directement dans le garage souterrain. La porte métallique a gémi en se refermant derrière nous, nous scellant à l'intérieur. « Le kit médical !» a crié Pierrot aux gardes déjà postés là. « Appelez le docteur Leclerc sur la ligne sécurisée. Dites-lui que nous avons un code rouge. Blessure abdominale, forte perte de sang. » Je suis sorti de l'arrière du SUV. Ma robe était fichue, raide de sang séché qui n'était pas le mien. Léo était attaché à ma poitrine dans le porte-bébé, son petit corps chaud contre mon cœur battant. Leonardo était inconscient. 2 gardes l'ont soulevé de la voiture. Il était gris, sa tête ballante, ressemblant de manière troublante à une statue tombée. Est-ce qu'il... Je n'ai pas pu finir la phrase. Il est en vie, a dit Pierrot, vérifiant le pouls de Leonardo. Mais à peine. Il faut le monter à l'infirmerie maintenant. Ils se sont déplacés avec une efficacité rodée. J'ai suivi, mes jambes tremblant si fort que je pensais pouvoir m'effondrer. On m'a conduite dans une pièce blanche stérile qui ressemblait plus à un bloc opératoire qu'à une chambre. Le docteur Leclerc, un homme chauve avec des lunettes à monture métallique, qui ressemblait à un professeur d'université mais se déplaçait comme un médecin de guerre, était déjà en train de se frotter les mains. Il était arrivé en hélicoptère quelques minutes avant nous.
Mettez-le sur la table, a aboyé Leclerc. Coupez la chemise. Je me suis tenu dans un coin serrant Léo. J'ai regardé alors qu'il découpait la chemise sur mesure de Leonardo. La blessure était horrible. Un trou sombre et furieux juste au-dessus de sa hanche. La balle est logée, a annoncé Leclerc, posant des moniteurs sur la poitrine de Leonardo. Le moniteur cardiaque a commencé à biper à un rythme rapide et irrégulier. La tension chute, 80 sur 50. Il me faut du haut négatif, 2 unités stat. Madame, vous devez partir, a dit l'un des gardes, touchant doucement mon bras. Non, ai-je dit. Ma voix était calme, mais d'une fermeté d'acier. Madame, ça va devenir sanglant. J'ai dit non. Je me suis tourné vers lui, mes yeux bleus flamboyants. Je ne le quitte pas. J'ai tenu son sang dans la voiture. Je ne le quitte pas maintenant. Le garde a regardé Pierrot. Pierrot a fait un bref signe de tête. Laissez-la, elle l'a bien mérité. Pendant les 2 heures suivantes, j'ai regardé l'homme que j'aimais être mis en pièces et recollé. J'ai vu le clip des hémostatiques, l'aspiration du sang, le cliquetis métallique de la balle tombant dans un plateau de métal. J'ai fredonné doucement à Léo, le gardant calme, tandis que mes yeux ne quittaient jamais le visage de Leonardo. J'ai prié. J'ai négocié avec un Dieu auquel je n'avais pas parlé depuis la mort de ma fille. Prenez tout le reste, ai-je plaidé silencieusement. Prenez l'argent, prenez ma fierté. Ne le prenez pas, lui. Ne faites pas de Léo un orphelin 2 fois. Il se stabilise, a finalement dit le docteur Leclerc, retirant ses gants ensanglantés. La balle a manqué le rein d'1 millimètre. Il a de la chance, ou il est trop têtu pour mourir. J'ai laissé échapper un souffle qui était à moitié un sanglot. Je me suis dirigé vers la table. Leonardo était pâle, branché à des intraveineuses et des moniteurs, mais le mouvement de sa poitrine était régulier. « Il a besoin de repos, » a dit Leclerc. « Il sera inconscient pendant au moins 12 heures. Je lui ai donné un sédatif puissant. » Pierrot a conduit le médecin dehors pour le débriefing. La pièce s'est tue, ne laissant que le bourdonnement des machines et le bruit de la rivière qui coulait dehors. J'ai tiré une chaise à côté du lit. J'ai détaché Léo et l'ai allaité là, dans le calme après la violence. « Regarde ton papa. »« Léo, » ai-je murmuré, caressant les cheveux doux du bébé. « Il s'est battu pour nous. C'est un guerrier. » Leonardo ne s'est pas réveillé cette nuit-là, ni le lendemain matin. Je n'ai pas dormi. J'ai fait les 100 pas dans la pièce. Je me suis lavé le visage dans la salle de bain attenante, empruntant l'un des t-shirts propres de Leonardo dans le placard que Pierrot avait rempli. Il m'arrivait aux genoux, sentant le cèdre et lui. Vers midi le 2e jour, la fièvre s'est installée. Leonardo a commencé à se débattre, sa peau brûlante au toucher. Il marmonnait des mots en italien, épais de délire. Isabella, non, la voiture, arrête la voiture. J'ai trempé un linge froid et l'ai pressé sur son front. Chut, Leonardo. Ça va. Tu es en sécurité. Il a attrapé mon poignet. Sa prise était étonnamment forte, ses yeux s'ouvrant en grand. Mais il ne me voyait pas. Il voyait des fantômes. Ne me quitte pas, a-t-il murmuré, ses yeux sauvages et vitreux. Tout le monde part. Ne va pas dans l'obscurité. Je ne vais nulle part, ai-je promis, me penchant près, brossant les cheveux humides de son front. Je suis là. Je reste. Marie. Sa voix s'est brisée. La reconnaissance a vacillé dans le brouillard de la fièvre. Oui, c'est Marie, le bébé. Ida, il est en sécurité. Leonardo a laissé échapper un souffle tremblant. Il a ramené ma main, la pressant contre sa poitrine, juste au-dessus de son cœur battant. Toi dans la voiture, tu m'as sauvé, tu nous as sauvés. Pourquoi? A-t-il demandé à nouveau. La question le hantant même dans son délire. Je suis un mauvais homme, j'ai fait. J'ai fait des choses terribles. Je ne vois pas un mauvais homme, ai-je chuchoté, mon pouce caressant le dos de sa main. Je vois un père. Je vois l'homme qui m'a donné un foyer quand je n'avais rien. Leonardo m'a regardé, m'a vraiment regardé à travers la douleur et la fièvre.
Je crois, a-t-il murmuré, ses paupières tombant alors que le sédatif le ramenait sous. Je crois que je pourrais être bon pour toi. Il s'est de nouveau évanoui, mais il n'a pas lâché ma main. Je suis resté là alors que le soleil se couchait, transformant les murs de verre en miroirs nous reflétant tous les deux. Le roi et la femme de chambre, liés par le sang et les secrets. 3 jours plus tard, Leonardo était assis. Il était faible, ses mouvements restreints par les bandages serrés autour de son torse, mais la fièvre était tombée. L'intelligence vive et calculatrice était de retour dans ses yeux. Il était assis à l'îlot de la cuisine de la plante, examinant des images de surveillance sur une tablette. Je cuisinais des œufs sur la cuisinière. C'était une scène domestique qui semblait bizarrement normale compte tenu des circonstances. La fuite est venue de l'équipe de transport, a dit Leonardo, sa voix rocailleuse mais forte. Il a repoussé la tablette avec frustration. Seules 4 personnes connaissaient l'itinéraire. Moi, Pierrot, le chauffeur et le répartiteur. Pierrot ne vous trahirait jamais, ai-je dit, retournant un œuf. Je ne me suis pas retourné. Il vous regarde comme un fils. Dans cette vie, Marie, les fils tuent les pères pour une couronne. César et Brutus, c'est l'histoire du monde. Pierrot n'est pas Brutus, ai-je insisté, dressant l'assiette et la plaçant devant lui. Mangez. Le docteur Leclerc a dit que vous aviez besoin de protéines. Leonardo a regardé les œufs, puis moi. Je portais un jean et un pull gris doux, mes cheveux tirés en un chignon désordonné. J'avais l'air fatigué mais résilient. La peur qui m'avait défini lors de notre première rencontre avait disparu, remplacée par une force tranquille qu'il trouvait absolument captivante. Vous êtes devenu autoritaire, a-t-il noté, prenant une fourchette. Quelqu'un doit l'être. Vous êtes un patient terrible. Je suis terrible en tout, a-t-il marmonné. Il a pris une bouchée, puis a fait une pause. Marie. Oui. Merci. J'ai figé. Pour les œufs, pour être resté, Pierrot m'a dit que vous aviez refusé de quitter la pièce pendant l'opération. Il m'a dit que vous aviez dormi sur la chaise pendant 3 nuits. J'ai rougi me tournant vers l'évier pour cacher mon visage. Je ne voulais pas que Léo soit seul si quelque chose arrivait. Léo a une chambre de bébé au bout du couloir. Vous ne restiez pas pour Léo. Leonardo s'est levé. Il a bougé lentement, grimaçant légèrement, mais il s'est dirigé vers moi. Il m'a tourné pour me faire face. La cuisine était silencieuse. La forêt à l'extérieur était un mur de pin vert et de brume grise. Pourquoi êtes-vous restée, Marie? J'ai levé les yeux vers lui. L'air entre nous était soudainement mince, électrique. Parce que, ai-je chuchoté, mon cœur battant contre mes côtes. Parce que je ne pouvais pas imaginer un monde sans vous. Les yeux de Leonardo se sont assombris. Il a tendu la main, encadrant mon visage dans ses grandes mains rugueuses. Ses pouces ont tracé mes pommettes. Je suis un homme dangereux à aimer, Marie. J'apporte la guerre à ma porte. J'ai du sang sur ses mains. Je sais, ai-je dit, me penchant dans son toucher, mais vous avez aussi de la douceur. Je l'ai vu. Si tu franchis cette ligne, a-t-il averti, sa voix basse et rauque, il n'y a pas de retour en arrière. Tu deviens entièrement mienne, et je protège ce qui est mien avec une violence qui te fera peur. Je n'ai pas peur, ai-je respiré. Leonardo a grogné bas dans sa gorge et a baissé la tête. Le baiser n'était pas doux. Il était affamé, désespéré, une collision de 2 âmes qui avaient été affamées de connexion. Il avait le goût du café et du désir. J'avais le goût de l'espoir. Il m'a attiré plus près, sifflant de douleur alors que sa blessure s'étirait, mais refusant de lâcher prise. J'ai enroulé mes bras autour de son cou, prudent de sa blessure, versant chaque once de mes sentiments inexprimés dans le baiser. Pendant un instant, la mafia, les armes, la famille Rossi, tout a disparu. Il n'y avait que ça, la chaleur de lui, la barbe de 3 jours contre ma peau. Le bruit de la lourde porte de sécurité qui s'est ouverte en bas a brisé le moment. Leonardo a rompu le baiser instantanément.
sa main volant vers l'arme scotchée sous le comptoir. Il m'a poussé derrière lui. « Reste en arrière », a-t-il ordonné. Pierrot a fait irruption dans la pièce. Il avait l'air échevelé, le visage meurtri, les jointures ensanglantées. Il traînait un homme par le col de sa chemise. C'était Marc, le jeune chauffeur. Marc pleurait, son visage un masque de terreur. « J'ai trouvé la taupe, patron !» a craché Pierrot, jetant Marc au sol. Je l'ai trouvé en train d'essayer de désactiver les capteurs périmétriques. Leonardo a regardé l'enfant. Marc avait à peine 20 ans. « Marc, » a dit Leonardo, sa voix terrifiante de calme, « je t'ai fait confiance avec la vie de mon fils. » Je n'avais pas le choix, et sangloté Marc se recroquevillant en boule. « Ils ont ma sœur, patron. Rosie, il a pris Julie. Il a dit qu'il lui trancherait la gorge si je ne lui donnais pas l'emplacement. » « Alors, tu lui as donné l'itinéraire de la clinique? »« Oui, je suis désolé. Je pensais qu'ils allaient juste vous faire peur. Je ne savais pas qu'ils utiliseraient un lance-grenade. » Et maintenant, Leonardo s'est rapproché, l'arme à la main, lourde et sombre. « Que fais-tu avec les capteurs, Marc? »« Il m'a dit d'abaisser les boucliers, » a chuchoté Marc. « Ou Julie meurt aujourd'hui. » Leonardo est resté immobile. Pierrot est resté immobile. « Si tu abaissais les boucliers, » a demandé lentement Leonardo, « cela signifie qu'ils sont déjà là. » Comme sur commande, une sirène a hurlé l'alarme de proximité. « Brèche périmétrique !» a crié Pierrot, sortant son arme. « Secteur 4, les bois. » Leonardo a attrapé Marc par la chemise, le soulevant. « D'où viennent-ils? »« Partout, » a pleuré Marc. « Il a amené tout le monde. Roussi est là lui-même. Il veut en finir. » Leonardo a poussé Marc vers Pierrot. « Enferme-le dans la pièce sécurisée. Si nous survivons, je déciderai s'il vit ou meurt. » Il s'est tourné vers moi. La tendresse des moments précédents avait disparu, remplacée par la résolution durcie de la violence. « Prends Léo, » a-t-il ordonné. « Va dans la pièce sécurisée au sous-sol. N'ouvre la porte à personne d'autre que moi ou Pierrot. Tu comprends, Marie? »« Leonardo, tu ne peux pas te battre. » Ai-je attrapé son bras. « Tes points de suture. »« Je peux me battre, » a-t-il dit, vérifiant le chargeur de son arme. « Et je le ferai parce que tu es dans cette maison. » Il m'a embrassé le front, un saut dur et rapide d'une promesse. « Vas-y. » J'ai couru. J'ai sprinté dans le couloir jusqu'à la chambre de Léo Torjou. J'ai pris Léo de son berceau et j'ai agrippé le sac à couches. Alors que je courais vers les escaliers du sous-sol, la première fenêtre s'est brisée. Crash! Une cartouche de gaz lacrymogène a roulé sur le sol du salon, crachant une fumée blanche. Des coups de feu ont éclaté de la lisière des arbres. Les murs de verre de la maison, conçus pour laisser entrer la nature, se brisaient maintenant vers l'intérieur, nous exposant nos loups. J'ai atteint la lourde porte d'acier de la pièce sécurisée. J'ai jeté Léo à l'intérieur, puis je me suis retourné. J'ai vu Leonardo se couvrir derrière l'îlot de la cuisine, tirant 2 balles dans la fumée. J'ai vu Pierrot renverser une lourde table en chêne pour se couvrir. Et puis j'ai vu la silhouette d'un homme franchir les portes vitrées brisées. Il portait un long trench coat et fumait un cigare. Dante Rossi. « Leonardo !» La voix de Rossi a retenti, joviale et terrifiante. « J'ai entendu dire que tu étais mort. Je suis venu te rendre mes respects. » J'ai claqué la porte de la pièce sécurisée et j'ai verrouillé les peines. J'étais en sécurité. Léo était en sécurité. Mais l'homme que j'aimais était à l'étage, blessé et en infériorité numérique, enfermé dans une cage de verre avec le diable en personne. Je me suis glissé le long du mur, serrant mon bébé, et j'ai écouté la guerre commencer au-dessus de ma tête. À l'intérieur de la pièce sécurisée, l'air était recyclé et froid. Je serrais Léo contre ma poitrine, les yeux rivés au moniteur. Sur l'écran, le salon était un brouillard de fumée et de tirs éclairants. « Abandonne, Ardo !» La voix de Dante Rossi ricanait à travers les haut-parleurs, déformée
mais dégoulinant d'arrogance. J'ai 20 hommes. Tu te vides de ton sang, c'est fini. Leonardo n'a pas répondu. Sur le flux noir et blanc granuleux, je l'ai vu tendre la main vers un panneau sur le mur. Les commandes de la maison intelligente. Les lumières de la maison se sont éteintes instantanément. Sur mon écran, la vue est passée à un infrarouge vert fantomatique. Pour Dante et ses hommes, le monde avait disparu dans l'obscurité totale. Pour Leonardo, c'était un terrain de chasse. Il bougeait comme un fantôme. Il ne fuyait pas. Il courait vers eux. Un par un, les mercenaires de Dante tombaient, neutralisés par une ombre qu'ils ne pouvaient pas voir. Piero a rejoint la mêlée derrière une table renversée, couvrant le flanc de Leonardo. Ce n'était pas une bataille, c'était un démantèlement chirurgical. Finalement, il ne restait que Dante. Il se tenait au centre du salon brisé, tournant follement avec une lampe de poche, la panique gravée sur son visage. « Affronte-moi !» A rougi Dante aux ombres. « Sors et meurs comme un homme. » Leonardo est apparu dans le faisceau de lumière. Il était ensanglanté, sa chemise déchirée, ses bandages sointant de rouge, mais il se tenait droit. Dante a souri, pointant son Desert Eagle plaqué or sur le cœur de Leonardo. « Adieu, roi !» Clic. Dante a froncé les sourcils. Il a de nouveau appuyé sur la gâchette. Clic. « Tu comptes les balles, Dante ?» a demandé Leonardo, marchant régulièrement vers lui. « Moi, oui. Tu en as tiré 7 au plafond, une à la fenêtre, et tu m'as manqué 2 fois dans la ruelle. »« J'ai une recharge !» Dante a tâtonné pour un chargeur. Il était trop lent. Leonardo a comblé la distance et a enfoncé son poing dans la mâchoire de Dante. L'arme a clatré. Dante s'est effondré, crachant du sang. « Attends, Dante a reculé vers les portes vitrées brisées. « On peut faire un marché, la moitié du territoire !» Leonardo se tenait au-dessus de l'homme qui avait menacé son fils. « On ne fait pas de marché avec les fantômes », a-t-il dit froidement. D'un coup de pied sauvage, Leonardo a envoyé Dante glisser en arrière par-dessus le bord du balcon en porte-à-faux et dans la rivière déchaînée en dessous. L'eau a avalé le cri instantanément. Le silence est revenu dans la maison de verre. J'ai désactivé les verrous de la pièce sécurisée et j'ai sprinté à l'étage, Léo attaché à ma poitrine. J'ai trouvé Leonardo affalé sur ses genoux au milieu des éclats de verre, Piero pressant un linge sur son côté. « Leonardo !» Je suis tombé au sol à côté de lui. « Ça va ?» a-t-il sifflé, bien que son visage soit blanc comme du papier. Il a tendu une main tremblante pour toucher ma joue, puis le pied de Léo. « Il est en sécurité ?» « Oui », ai-je sangloté, les larmes se mêlant à la pluie qui soufflait. « Nous sommes tous en sécurité. » Leonardo a laissé échapper une longue expiration, posant son front contre le mien. La guerre était finie. « Alors ramène-moi à la maison, Marie. J'en ai assez de me battre. » 1 an plus tard, le jardin du domaine Moretti n'était plus une forteresse. C'était une maison. Le petit Léo, maintenant un bambin robuste, marchait en dodelinant sur l'herbe, poursuivant un chiot Golden Retriever. Je regardais depuis le patio, sirotant un thé glacé. Je portais une simple robe d'été blanche et une bague en diamant massive qui captait la lumière du soleil. Les portes vitrées se sont ouvertes et Leonardo est sorti. Il bougeait facilement maintenant, bien que la cicatrice sur son côté resterait toujours. Il avait l'air plus jeune, le lourd poids des enfers s'étant levé de ses épaules. « Piero vient d'appeler », a dit Leonardo, s'asseyant à côté de moi et prenant ma main. « La fusion avec les syndicats est terminée. L'entreprise est légitime, Marie, à 100%. Plus d'armes, plus de trafic. » J'ai souri, serrant sa main. « Vous l'avez fait. »« Nous l'avons fait, » a-t-il corrigé. Il a regardé son fils jouer, une expression de paix profonde sur son visage. « J'étais un homme mort avant que tu n'entres dans cette chambre de bébé. Tu n'as pas seulement nourri mon fils, tu as sauvé mon âme. Je faisais juste mon travail, ai-je taquiné doucement. La meilleure erreur que j'ai jamais commise. » Leonardo a embrassé mes jointures.
Nous n'avons jamais eu de vrai mariage, juste les papiers du tribunal pour te protéger. Mais je veux que le monde sache. Je veux me lever et faire un vœu qui n'a rien à voir avec le silence. Il s'est penché, ses yeux sombres pleins d'amour. Je veux te promettre de t'aimer jusqu'à ce que la dernière étoile s'éteigne. J'ai souri contre ses lèvres, la veuve, la femme de chambre et le bébé. Nous étions une mosaïque étrange et brisée qui s'était ajustée parfaitement. Je crois, ai-je chuchoté, que j'aimerais beaucoup ça. C'est ainsi que le boucher du quartier nord a été apprivoisé, non par une balle, mais par la bravoure d'une femme qui n'avait plus rien à perdre. Leonardo a appris que le pouvoir le plus fort au monde n'est pas la peur, c'est la famille. Et moi, je ne sais pas. Parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. D'autres fois, une part de moi se demande si j'ai juste troqué une solitude contre une autre, plus bruyante. Je crois que la vie n'est jamais vraiment finie, vous savez. Il y a toujours une part d'incertitude. Et vous, qu'auriez-vous fait? Serais-je sorti de cette voiture blindée pour le sauver? Ou serais-je resté caché?